Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Très heureux de vous retrouver encore et une fois de plus. Nous allons parler des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec notamment des avancées, s'il y en a, sur le plan de la diplomatie. Que font en tout cas les réunions de Luanda, le processus de Luanda, nous avons l'initiative de Luanda, nous avons le processus de Nairobi et vient également de se tenir le sommet de l'Union africaine, le 36e sommet de l'Union africaine, où la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a été au menu des discussions. On va voir ce qui en est ressorti de cette réunion. En tout cas, il y a des initiatives, il y a des accords et surtout des communiqués qui sont sortis de toutes ces villes-là. Je parlais de Luanda, je parlais de Nairobi, je parlais d'Addis Abeba. On va voir maintenant c'est quoi la réelle situation, les résultats sur le terrain. Que fait notamment, puisque nous parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, que fait le gouvernement congolais pour faire avancer les accords passés entre pays membres, notamment les pays membres de la communauté est-africaine à laquelle appartient la République démocratique du Congo depuis peu maintenant, mais communauté préoccupée au plus haut point par la question sécuritaire à l'est de la RDC. Avant de peut-être revenir sur ce qu'a été Addis Abeba avec le sommet de l'Union africaine. Permettez-moi d'accueillir mon invité de la soirée. Tout à l'heure, le deuxième invité sera avec nous. Je suis avec Albert Roudatsimbourgois. Albert Roudatsimbourgois qui est donc journaliste mais également analyste politique, un observateur très avisé de la question de la région des Grands Lacs, les questions, notamment les questions sécuritaires. Albert, une fois de plus, bienvenue. Merci de m'avoir invité encore. Voilà, ça faisait quelque temps. Alors Albert, on a vu le processus de Nairobi, on a vu Luanda. Est-ce que vous, personnellement, aviez-vous des attentes autres que ce qu'on a vu, ou quelles étaient vos attentes par rapport à ce qui allait ressortir d'Addis Abeba? Je parle bien du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Je ne comprends pas très bien, en fait, je dirais le ramdam qu'on fait autour de la rencontre de Addis, parce que c'est les mêmes gens de toute façon. Et il ne faut pas oublier que Addis, avant tout, c'était un sommet de l'Union africaine. Bon, j'imagine, c'était une occasion de simplement faire une mise à jour, parce que au dernier sommet extraordinaire de Bujumbura, il n'y avait pas la participation de Joao Lourenço, qui n'était pas là. Oui. Parce que ça avait été aussi, c'était aussi une initiative de la East African Community, de l'EAC. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est beaucoup plus remettre Nairobi et Luanda ensemble. Dans le même cadre. Oui, mais ça reste un même cadre. Hein. Je crois qu'il faut simplement... Je dirais qu'il y a plusieurs médecins sur le malade, mais le malade reste le même et le diagnostic des médecins ne diffère pas entre la première réunion de Nairobi, de Luanda et là. Donc, ce qui sort là, c'est simplement une mise à jour de, au fond, on en est où? Donc, je ne m'attendais à rien du tout, surtout que depuis le départ... Lorsque vous dites que vous vous attendez à rien du tout, oui. Quand même, Albert, c'est trop dire, vu... quand même l'importance, par exemple, que le gouvernement congolais avait accordé justement au sommet de l'Union africaine, où on attendait forcément quand même du nouveau sur la table, peut-être des avancées, comme on dit du côté de Kinshasa, avec des avancées et des victoires diplomatiques.
je ne comprends pas ce que, quand vous dites on attendait. Si vous parlez de Kinshasa, oui, eux, il y a une constante. Il y a une constante. Je veux dire, même dernièrement, Lutundula a expliqué. Et d'ailleurs, je crois, et le président du Rwanda en a parlé aussi, c'est que depuis le départ, les chefs d'État s'entendent sur quelque chose et ne le mettent pas vraiment en œuvre. Et personne n'en parle vraiment jamais. C'est pour ça que je dis, je ne m'attendais pas à plus que ça. Lutundula a même expliqué qu'ils ont quitté Bujumbura et le lendemain, il a fait un communiqué qui contredisait ça, qui rectifiait. Mais rectifier, c'était en fait contredire. Donc, il y a toujours tout un jeu qui se passe dès le départ. C'est pour ça que je dis je ne m'attends pas à grand-chose, parce que, vous voyez, en diplomatie, il y a quand même quelque chose. Et j'espère que quand notre autre, parce qu'il a une expérience dans la diplomatie, mais il y a quelque chose, c'est qu'en fait, on ne dit jamais publiquement, parce que comme c'est un pays qui fait partie d'un ensemble régional, et donc à son niveau, c'est difficile de lui dire, oui, mais qu'est-ce que le Congo a fait déjà dans les demandes, dans ce qui lui est demandé dans que ce soit le protocole, enfin la feuille de route de Luanda ou ce qui avait été dit à Nairobi. Je veux dire, je vais quand même répéter, je vais quand même rappeler aussi aux gens que les seuls qui ont commis quelque chose déjà comme acte, c'est le M23, parce qu'ils ont cédé 2 endroits, mais depuis lors, les FARDC continuent à attaquer les positions du M23. Ils arment toujours les FDLR. Il n'y a pas que les FDLR, il y a les Maïmaï et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment avancé. On va voir justement par rapport si des avancées il y a eu ou si du recul il y a eu également, ou si on est en train de faire le tourniquet. J'aimerais bien vous proposer de suivre cet élément sur ce qu'a été le sommet, donc, où Luanda et Nairobi étaient ensemble à Addis Abeba, et surtout du résumé de ce qu'a été ce mini-sommet. On revient tout à l'heure. Le président de la République, Paul Kagame, qui se trouve à Addis Abeba pour la 36e session du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, a participé ce matin à une réunion consacrée aux problèmes sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion était présidée par les chefs d'État angolais Joao Lourenço et burundais Évariste Ndayishimiye. Au cours de cette réunion, il était question de la mise en œuvre des résolutions du sommet de Luanda du 23 novembre 2022 et du sommet de Nairobi pour que l'Est de la République démocratique du Congo retrouve la paix. Cette réunion a également connu la participation du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, du Kenyan William Ruto, de la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan, ainsi que du secrétaire général de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le docteur Peter Matuki. L'Ouganda et le Soudan du Sud étaient représentés par les ministres. Le président Kagame s'est également entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui participe également au sommet de l'Union africaine. Les échanges entre les deux hautes personnalités sont revenus sur la sécurité de la région et les voies mises en œuvre pour trouver une issue aux défis qui s'observent encore dans la région de l'Afrique. Le président Kagame et le secrétaire général de l'ONU ont évoqué aussi la coopération entre le Rwanda et les Nations Unies, notamment en matière sécuritaire, dans la mise en pratique des objectifs de développement durable. Voilà, merci beaucoup à Jean Damascène Manishimwe. On en profite également pour donner, souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Je rappelle que vous êtes ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies. Vous avez été également envoyé spécial du président Paul Kagame dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que vous êtes vraiment quelqu'un d'avisé sur le sujet. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Tout à l'heure, la question que je posais à Albert me dit qu'il n'attendait rien, alors rien d'Addis Abeba. Êtes-vous du même avis? Rien de neuf.
Rien de neuf. Voilà. Pour lui, il y avait une constante. Bah, écoutez, je me rappelle bien qu'il y a un jour où je vous avais dit que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. N'est-ce pas? Je crois que c'était à vous que je l'avais dit un jour. Eh bien, aller à Addis Abeba, ou à Luanda, ou à Bujumbura, ou à Nairobi, ce sont des événements qui ne se ressemblent pas nécessairement. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste que l'on croirait. Moi, je m'attendais à ce que quelque chose de positif, d'autre arrive à Addis Abeba. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous avez tiré, le diplomate que vous êtes, que vous avez tiré de nouveau ou de neuf? Parce que pour Albert, il ne s'entendait pas à du neuf, en tout cas. Moi, je ne prends pas cela comme une surprise, parce que quand les Congolais ont accepté, ou ont semblé accepter qu'ils ont des réfugiés qui sont au Rwanda, ils ont des réfugiés qui se trouvent en Ouganda, le fait même d'accepter que cela est un point de départ pour eux de pouvoir parler de leurs problèmes, nos réfugiés, nos citoyens, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça change déjà dans la physionomie, dans la configuration de la situation actuelle? S'il y a eu des réfugiés qui sont reconnus comme des réfugiés congolais, que le gouvernement congolais reconnaît aujourd'hui, ça veut dire que le même gouvernement devrait reconnaître les raisons qui ont causé ce mouvement de population. Alors, si ces mouvements de population ont été maintenant mis sur la table et qu'on en parle, ça veut dire que les autorités congolaises commencent à internaliser le fait que le problème est le leur, que la scène, les lieux de ce qui se passe au Congo. Donc, si c'est congolais, il faudrait qu'il y ait des solutions congolaises. Il faudrait que tout départ de solution devrait partir de là. Et s'ils reconnaissent cela, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose de constructif sur lequel on peut compter pour dire, écoutez, voilà, les prémices sont correctes, vous acceptez que ce sont des réfugiés. Être réfugié, ça veut dire quoi? Vous avez quitté votre pays pour des raisons A, B, C, D, sociopolitiques ou autres. Et maintenant que vous avez accepté que vos citoyens peuvent rentrer chez eux, ça veut dire que vous devez satisfaire point A, B, C, etc. Donc vous faites un recul et vous regardez en arrière pour dire voilà les causes du problème et voilà les solutions que je propose ou que j'accepte que les autres m'aident à trouver. Albert, j'observais votre regard par rapport au dire de l'ambassadeur. Il est diplomate tout de même. On ne va pas s'attendre à ce que peut-être qu'il voit les choses sous un même angle. Non, moi vous n'êtes toujours pas convaincu que Nairobi a apporté, plutôt Addis a apporté du neuf? Non, mais il faut comprendre dans quel contexte je dis ça. C'est justement intéressant. C'est un diplomate de carrière. D'ailleurs, une chose que vous ne dites pas, c'est qu'il représentait aussi l'ONU en Guinée-Bissau. Ouais. Donc, il était envoyé du secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience. Mais je dirais que... Qui est aussi optimiste. Non, mais ce n'est pas une question d'optimisme. Ça veut dire qu'il est plutôt réaliste. Okay. Il est réaliste. Mais il est réaliste dans un schéma, dans un monde où on respecte le protocole, où on respecte la diplomatie. Mais ici... Vous faites comparaison à quel monde? Lorsque vous êtes dans un monde, c'est qu'il existe un autre. Dans le Congo d'aujourd'hui, dans le Congo d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Parce que dans le Congo d'aujourd'hui, le président est capable de dire ceci et tout à fait le contraire demain. Je veux dire, pas seulement le président, c'est toute son équipe. Je veux dire, quand Mouyaya dit que l'FDLR est un mouvement, pas un groupe armé. Pas un groupe armé. Et quand il dit que... Vous faites référence à l'interview que Mouyaya a eue avec Al Jazeera. Oui, mais attendez, je veux dire, c'est important. Dès le départ, il est marqué que le M23 est un mouvement congolais.
dès le départ, il n'y a aucune condamnation sur le Rwanda. Il n'y a aucun, dans tout que vous avez vu le document de Luanda ou de Nairobi, il n'y a pas le Rwanda comme acteur dedans. Et eux doivent chaque fois dire que c'est RDF. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, parce que c'est vrai que normalement, si on voyait ce gouvernement tout d'un coup reconnaît les réfugiés, on aurait pu dire Alléluia pour ceux qui ont l'habitude de dire ça. Alhamdoulilah pour les autres. Mais je dirais que quelqu'un, aujourd'hui j'ai lu un texte de Mouyaya sur Twitter pour éviter ce prétexte fallacieux. Voilà, c'est un tweet qu'il a Oui. au lendemain du communiqué et surtout de la reconnaissance de la reconnaissance dont faisait mention. Oui, mais il faut comprendre ce que c'est. Est-ce que je veux dire quelqu'un comprend le français? Prétexte fallacieux. Et pourtant vous dire on va contacter la HCR pour qu'il n'y ait pas le prétexte fallacieux. Mais attendez, c'est justement la contradiction. Parce que, on ne vient pas prendre des réfugiés comme ça ne se passe pas comme ça. Il ne comprend pas. La HCR ne va même pas donner ces gens. On peut pas envoyer des gens à la mort. Vous savez, ils viennent pas prendre. Ça se passe pas comme. Donc c'est ça que je veux dire. Dans un monde normal, qui connaît la diplomatie, qui connaît tout ça, oui, j'aurais dit ça c'est vraiment bien. Mais ces gens ne connaissent rien. Ils comprennent pas. Ils sont en train de jouer comme s'ils étaient à Matongué. Et c'est ça le grand problème, c'est que ces gens ne comprennent pas c'est quoi les protocoles, comment ça se passe. Il y a tout un système. Mais quand même, Albert, oui? Parce que vous dites que les gens ne comprennent pas, nous avons d'une part une présidence de la République en RDC avec autant de conseillers. Je pense qu'il y a une centaine de conseillers. Vous imaginez, donc déjà... Des gens quand même qui ont été dans des bonnes écoles. Nous avons tout un gouvernement quand même. Les gens comme le Tundula, c'est des gens qui ont fait carrière dans la politique. Qui dit lui-même qu'il change le communiqué. Parce que, donc vous imaginez, le ministre des Affaires étrangères qui dit on sort de là, la première chose c'est que je rectifie. Attendez, et vous me dites qu'il a été à l'école. Justement, à ce propos, monsieur l'ambassadeur, il y a quelque chose de très important. Nous avons des communiqués qui ont été dédiés par la RDC. Juste au lendemain, à chaque fois, après Nairobi, il y a des communiqués. Après Luanda, il y a des communiqués qui souvent ne sont pas forcément dans la ligne que les chefs d'État se sont mis d'accord. Est-ce que vous qui êtes diplomate, un ministre des Affaires étrangères, bien que étant le chef de la diplomatie, a-t-il qualité, est-il amabilité, par exemple, de dédire, par exemple, un communiqué dont les chefs d'État se sont mis d'accord, même s'ils n'ont pas signé, quand même c'est paraphé. Est-ce que dans la diplomatie, ça s'interprète comment? Est-ce que Albert parlait de la procédure et surtout de la manière de faire les choses. Ça déjà, comment comprendre ça? Ce n'est pas seulement en diplomatie, c'est plutôt dans toutes les bonnes manières de gestion. Si votre chef a dit ceci, et il l'a dit avec vous, si votre équipe a accepté et signé un tel document ou un tel, personne n'est autorisé à pouvoir échanger cela sauf celui qui a signé. Et même celui qui a signé, que ce soit le chef d'État ou le ministre. Parce que le chef d'État congolais est toujours présent. Oui, je sais. Là. Même lui, il n'a pas le droit de changer ce qu'il a signé hier avec les autres. C'est une mauvaise pratique qui n'est pas du tout... oui, c'est vrai. Et que dire de la souveraineté, par exemple, nationale et mais ça n'a rien à voir. Pays? Ça n'a rien à voir. Non. Ça se passe comment? Ça s'interprète comment? Ça n'a rien à voir, la souveraineté. Il y a des règles de... et l'engagement. Il y a des règles d'engagement, comme il le dit. Donc, si les gens se mettent d'accord, ben, écoutez, c'est le gentleman's agreement. Nous avons accepté. Il a signé, tu as signé.
j'ai signé. Très bien, on part. On n'a pas le droit, par exemple, de dire on s'est trompé, on n'aurait pas dû accepter. Non, il faut redemander un autre sommet. Ça, vous devez demander un autre sommet et vous On ne sort pas de communiqué. Non. Surtout pas. Ça, surtout pas. Alors, à quoi quand même riment ces communiqués? Alors, si c'est des communiqués quand même, vous ne pouvez pas me dire qu'un ministre des Affaires étrangères sort un communiqué qui va presque à l'encontre d'un communiqué, d'un sommet où son président de la République était présent. Vous vous dites que c'est à l'insu du chef? Non, ce n'est pas à l'insu. Ça peut être à l'insu comme ça peut être au su. Et vous, Albert, vous qui semblez peut-être avoir des informations, comment les choses se passent de ce côté-là? Ce que je voudrais que ne pensez pas en congolais, s'il te plaît. Pensons comment ça se fait d'habitude. Les règles protocolaires, oui, comment ça se fait? Je veux dire, vous êtes des chefs d'État. Vous représentez un État. Ce n'est pas votre personne que vous représentez. C'est the highest office, comme on dit. Donc, vous êtes ensemble. Vous vous entendez. Ce qui veut dire que la région s'est entendue sur quelque chose. Quand vous repartez, si vous avez un problème, vous ne le mettez pas au public. Non. Vous vous appelez, etc., etc. Tout compte fait, je me suis trompé, est-ce qu'on ne peut pas se revoir? Et là, vous refaites... Mais vous ne faites pas comme si vous étiez complètement en désaccord. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je veux dire, c'est ça qu'eux ne comprennent pas. Ce n'est pas une question entre lui ou le chef d'État, que ce soit... Non, c'est le Congo. Quand le ministre des Affaires étrangères sort un communiqué, c'est le Congo. Ce n'est pas l'Utundula, tout simplement. Et donc, ils sont à chaque fois en train de montrer que le Congo est... Les autres sont polis, hein. Les autres sont polis. Les autres sont polis parce qu'en fait, chaque fois, ils sont surpris. Ils se comprennent, ils s'entendent sur des histoires. Dès qu'ils ont le dos tourné, les choses ont changé. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué Patrick Mouyaï, qui est le ministre... Le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Après la réunion des chefs d'État de la communauté est-africaine, bien sûr la réunion qui était présidée par le président Lourenço et le président Évariste, on a vu une rencontre entre Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avec le président Félix et d'autres représentants congolais qui avaient d'autres desiderata. Est-ce que ceci veut dire qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction, par exemple, par rapport à ce mini-sommet en marge de ce sommet de l'Union africaine? Ça s'explique comment aussi? D'autres desiderata? D'autres demandes, d'autres requêtes auprès de Antonio Guterres, par exemple, dans le tweet de Patrick Mouyaï qui parle de la demande de la RDC d'une collaboration entre renforcement de la capacité d'intervention et surtout la MONUSCO qui doit être plutôt offensive sur le terrain. Il a parlé aussi de donc la présence beaucoup plus active des Nations Unies. Quand elle parle de la présence, quand même parle de la présence militaire. D'autre part, on a l'EAC qui est en marche. Comment on amène tout ça? Comment on met tout ça ensemble? Non, ça, je crois qu'il faudrait plutôt voir ça dans l'angle de ce que le leadership congolais a en tête. Quelqu'un ou je ne sais pas qui, leur a fait croire que chaque fois qu'ils vont dans une réunion quelque part, une rencontre internationale ou même nationale, chaque fois qu'ils commencent une réunion, quelqu'un qui intervient, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, que ce soit le chef d'état-major, je ne sais pas qui, ils ont instruction, on dirait, ils ont instruction formelle de dire le Rwanda, RDF, etc. Même s'ils parlent de budget, non? Même s'ils parlent d'un autre sujet quelconque, c'est comme s'ils dérapaient carrément, ils oublient le sujet qu'ils doivent traiter, et puis ils disent, à propos, vous devez nous aider à condamner le Rwanda.
Mais vous condamnez le Rwanda, on est en train de parler de budget. de budget. On parlait d'un manque de 250 millions de dollars. Et vous dites qu'il faut condamner le Rwanda. Qu'est-ce que ça a à faire avec le Rwanda? Donc, je me dis que ça a été une instruction très... il faut chercher le mot pour ça. Mais une instruction qui est là, qui, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous dites condamner le Rwanda, condamner... En fait, je crois aussi, qu'il y a quelque chose que je trouve qui est important que les gens n'ont peut-être pas didn't pick up, comme on dit. C'est pas qu'ils n'ont pas remarqué, mais qui n'en parlent pas. Il y a toute une communication que ce gouvernement-là, ou les membres du gouvernement, qui font en fait, surtout pour les réseaux sociaux. Donc, et je veux dire, en diplomatie, on fait tout sauf les réseaux sociaux. Je veux dire, le moindre possible. Parce que, elle dit, tu t'imagines bien que si tu es avec des chefs d'État, encore une fois, ces chefs d'État, ce n'est pas des individus. C'est des institutions. C'est le pays. Donc, ce que je veux dire, c'est les nations. Donc, si vous vous entendez quelque chose, et que, en même temps, pendant que tu as entendu quelque chose avec ces gens-là, tu pars derrière le dos et tu vas chercher Antonio Guterres et tu commences à dire blablabla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens avec qui tu es là, tu viens de les jeter au chien. Correct. Ça veut dire que le président Lourenço et tous ces autres-là, en fait, tu viens de dire à Guterres, c'est ça. Mais tu t'imagines les autres, comment ils doivent... Le yoga qu'ils doivent se faire avec, pour d'interacter avec un personnage, des gens comme ça. Mais pour eux, je veux dire, ils n'ont jamais vécu ça. Je vais te donner un exemple. Et peut-être mon ami ambassadeur Tawa pourrait... Souvent, quand vous êtes comme ça, ce qui se passe après, c'est souvent le chairman qui prend la décision. Et le chairman, quand il va faire quelque chose, une fois qu'il l'a fait, même si tu te sens que ce n'est pas exactement ça, tu ne peux plus rien faire. Et je vais te donner l'exemple. Ce sont les règles d'usage. C'est les règles d'usage. Cette année, cette saison-ci, je vais vous dire qu'il faut apprécier vraiment le boulot du chairman qui a actuellement Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi. Parce qu'il est correct. Je vais vous dire, en 2012, on avait un escroc. On avait Jakaya Kikwete. Quand on faisait des choses, quand la région s'occupait de ça, lui faisait une autre chose. Et qu'une fois que c'est sorti et que c'est signé par lui, vous ne pouvez pas, justement, vous n'allez pas contredire ça. Le Rwanda n'a jamais... Or, il y avait tellement de choses qui étaient visées qui n'étaient pas ce que les gens s'étaient convenus. Et c'est pour ça que je vous dis, là, les gens font du yoga. Mais tandis que le Congo, aujourd'hui, mais toutes les 2 secondes, je veux dire, c'est ça. Mais le problème du Congo, je crois que au lieu de parler des vrais problèmes, il y a tout un discours, tout un show pour les médias et surtout les réseaux sociaux. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, même quelqu'un comme le président du Burundi, il doit se demander, mais ces gens, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aimerais bien, parce que nous avons un communiqué qui est sorti de l'Union africaine, parce que c'est quand même un communiqué de 5 pages adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, lorsqu'on le lit, le gros, c'est qu'on prend acte de ce que Luanda a dit, de ce que Nairobi a dit et surtout de ce que fait Nairobi et de ce que fait Luanda. C'est parce que là, j'ai rejoint un peu la position d'Albert, c'est que vraiment, il n'y a pas du nouveau. On sent que l'Union africaine
se remet aux efforts et aux initiatives au niveau de la région. Est-ce que l'ambassadeur Moutaboba, on a toujours mis en cause l'Union africaine de ne pas pouvoir accorder assez d'espace aux blocs régionaux, de participer dans des initiatives telles que celle-ci? Est-ce que c'est un début aussi, c'est un message que l'Union africaine a lancé ou a montré qu'on peut laisser les initiatives de la région avancer lorsqu'elles sont sur la bonne voie? Ça fait partie déjà des accords qui ont eu lieu avant. Ce n'est pas nouveau. Ça, ce n'est pas nouveau. Oui, je crois que vous n'êtes pas très bien renseigné là-dessus. Moutaboba, justement, était là où il était, justement. Non, ce n'est pas l'Union africaine. Je ne crois pas que vous avez compris. Ce n'est pas l'Union africaine qui organise ça. L'Union africaine, justement... Non, il met en place un cadre. Où ce n'est pas l'Union africaine. Oui. Ça veut dire... Non. Albert, oui. De qui émane le communiqué? Mais oui, mais c'est parce que la région report. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Mais oui. Lorsque le communiqué, il est sorti par l'Union africaine, là, comme l'intitulé même de l'émission le dit, oui. Il y a eu un balai diplomatique, où notamment du côté de Kinshasa, on chante, on a même vu des tweets, on parle des victoires diplomatiques chaque jour, chaque fois qu'il y a des sommets. Même tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui avaient des instructions strictes où on doit dénoncer le Rwanda. Aujourd'hui, lorsqu'on s'attendait à ce que l'Union africaine puisse faire un pas en faveur de ce que Kinshasa veut et que l'Union africaine n'apporte vraiment rien de nouveau sur ce qui est en train d'être fait, je me dis, pour le citoyen lambda qui nous suit en ce moment, est-ce que ceci est un signe que l'Union africaine laisse la voie libre? C'est toujours comme ça. La voie libre aux blocs régionaux de vraiment prendre leurs responsabilités. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour les gens qui attendaient une certaine victoire à Addis Abeba? Albert Henry, mais il sait de quoi je parle. En fait, mais c'est comme ça, c'est les blocs. Parce que j'ai un tweet tout à l'heure qui va suivre juste après. Pour vous, Albert, j'ai un tweet pour vous. Super. Vous savez, quand vous avez des réunions de ce genre, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau des entités sous-régionales, il y a toujours des décisions qui sont prises et de façon autonome. Donc, si c'est la CPGL, ce sont les 3 pays, n'est-ce pas? Si c'est la CAC, c'est 10 pays. Si c'est les Grands Lacs, c'est 12 pays. Si c'est les East African Community, c'est 7 pays, n'est-ce pas? ECOWAS. C'est ça, voilà, tout ça. Etc. SADC. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand chaque organisation sous-régionale a pris une décision ou des décisions, s'ils sont amenés à des conclusions dont ils sont tous d'accord et sur lesquelles ils apposent les signatures, ils disent, bon, voilà, ça c'est notre position. Voilà. Quand cela est tel que signé et accepté, le membre ou les membres, jusque-là nous n'avons qu'un seul membre, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il y a. Même ça le dit ouvertement en fait. Oui. Il fait des agitations ici et là. Il y a un mot que je n'aime pas utiliser, mais je crois que c'est un mot belge, je crois. Vous m'excuserez. Je ne sais pas. C'est du belgicisme peut-être. C'est possible. Des manigances. Ça doit être belge. Je crois. Non, je crois que c'est manigancé. C'est manigancé, c'est français. C'est français, oui. Très bien. Voilà. Alors, donc, ce genre de manigance individuelle, que ce soit du pays, que ce soit des individus, ce sont toujours là pour essayer de taquiner les décisions prises par la région, enfin l'organisme. Le bloc. Alors, quand ça arrive à Addis Abeba, devant une organisation continentale, je précise, l'Union africaine regarde toutes les entités sous-régionales et ce qu'ils ont décidé. Ils regardent, ils comparent les notes et ils disent
Mais ce que vous Là, avez dit... là, vous êtes aussi dans les règles d'usage. Donc, Absolument. le protocole, comment les choses se font. Bien sûr. Ils regardent et disent, mais écoutez, ce que vous avez pris comme décision, ça c'est formidable. Vous l'avez fait en novembre, vous l'avez fait en décembre, en janvier, vous avez pris une décision en février, etc. Il y a une certaine procédure. Donc ça veut dire que la mise en application de ceci n'a pas encore été entérinée, ce n'est pas encore fait. Je vous renvoie la balle. C'est très simple. C'est tellement clair que ça pouvait apporter une solution, mais si l'un des membres, comme le cas d'espèce, si la RDC n'a pas voulu mettre ceci en application, suite à des fantaisies de son choix, ce n'est pas une raison de convaincre et la sous-région et l'Union africaine que les décisions prises par les chefs d'État étaient des plaisanteries. Non, ce sont des choses sérieuses. Alors l'Union africaine dit, voilà, retour sur la la table. Case départ. En fait, c'est ça. Voilà. L'Union africaine, en tant que va entériner normalement ce que la région a décidé. Nos courgoises. Ils ne vont pas aller. Ils ne vont pas aller. Dans le sens... Albert tout à l'heure parlait de plusieurs médecins au chevet du même malade. Mais oui. Donc l'Union africaine est le cadre général. Et l'Union africaine, vu la taille, vu la disparité aussi, c'est les blocs régionaux ou spécifiques, parce que le ICGLA, c'était spécifique. Quand ils viennent avec quelque chose et qu'ils sont d'accord, normalement l'Union africaine dit c'est ça. Donc ici, même s'il y a quelqu'un qui voulait dire autre chose, l'Union africaine n'allait jamais dire « il a raison », jamais. Parce qu'on a entendu il y a quand même de cela plusieurs semaines où, par exemple, on n'a pas hésité à pointer du doigt le président Macky, qui était le président d'exercice de l'Union africaine. Écoutez, Macky, vous êtes resté silencieux sur la situation. Et ça, c'est les Congolais. Vous n'avez fait rien. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Oui, justement. Quand tu dis on n'a pas, c'est les Congolais. Oui, par exemple, à Kinshasa, quand on dit Macky est resté silencieux, ceci explique pourquoi Macky reste silencieux. C'est parce qu'il y a un cadre dans lequel les choses avancent. Mais évidemment, mais évidemment. Mais Macky a une autre raison d'être encore plus silencieux. Lesquels, Albert? Il est l'aîné de Tchitchi. Il invite Tchitchi chez lui, avec d'autres chefs d'État, etc., pour des raisons bien précises. Dès qu'il y a une caméra sur Tchitchi, lui, il commence à pleurer Rwanda, dans la maison de son aîné. Mais il a insulté son hôte. Tu comprends? Il l'a insulté. L'autre ne comprend pas. Tu ne fais pas ça dans la maison de quelqu'un. Donc, même lui-même, c'est un petit rappel que ces gens-là ne comprennent même pas le protocole. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas. Tu es invité chez Macky Sall pour une raison bien précise. C'était un sommet sur l'agriculture, etc. Parlez agriculture. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que des gens veulent profiter d'une prise de caméra, de ceci, etc., pour lancer un message à un public. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Et d'ailleurs, non mais tu t'imagines qu'après le sommet de Bujumbura, tu t'imagines que Tchitchi, là, il prend son avion, il va même voir le prochain président. Mais c'est déjà, tu lances un message que celui qui est là, il ne veut pas m'écouter. Mais évidemment, il est allé aux Comores. Il est allé aux Comores et puis après, il est allé voir le président Ramaphosa. Oui, mais tu vas aux Comores, hein, le plus petit pays qu'il y a au monde, tu vas là-bas pour une raison. Parce que ça va être, normalement, lui qui prend la présidence de l'Union africaine. Mais tu vois, quel message tu envoies à Macky Sall aussi? Ça dit, tu ne voulais pas m'écouter, ben je vais voir. Tu vois, toutes ces histoires et là, on voit que... Et lui-même qui a succédé à Macky Sall, oui, à la présidence. Justement, après, on parlait des réactions, des communiqués, par exemple, qui viennent après d'autres communiqués officiels. Par exemple, il y a le porte-parole du gouvernement, Mouyaya Patrick, qui dit à Addis Abeba, tout a été dit. Mensonge démonté, engagement renouvelé. Le président
a, dans un élan patriotique, fort porté notre voix en rappelant notre choix pour la paix, mais aussi notre détermination à défendre à tout prix chaque centimètre de notre pays. C'est des films qui se passent dans la tête, c'est pas possible. C'est l'ambassadeur. Écoutez, moi l'expérience que j'ai... On sort du communiqué. Est-ce que c'est un tweet, par exemple, c'est parce que ça, c'est une communication officielle d'un ministre de la communication? Permets-moi de rajouter une couche sur ta demande à lui. Parce que là, moi aussi, je vais lui demander quelque chose. Parce que ambassadeur Moutaboba connaît aussi le Zaïre. Est-ce que vous avez vu ça de votre vivant? Moi, j'étais zaïrois, je n'ai pas été congolais. Oui, je sais bien, mais vous les avez vus. Oui, justement. Je vous les avais vus. Est-ce que de votre vivant... Non, aucun zaïrois ne pouvait faire ça. Mais même du temps de Kabila... Pourquoi, quand vous dites aucun zaïrois ne pouvait pas le faire, Albert aussi qui fait la distinction du temps de Kabila, que ça ceci n'allait pas se faire ou n'aurait jamais dû se faire. Est-ce que ce genre de déclaration, on encourageait par exemple tout à l'heure, on a senti qu'il y avait une certaine bonne foi. Est-ce que quand des tweets comme ça, des communications officielles, est-ce que de quelle nature sont-ils? C'est de la mégalomanie, hein, comme on dit. Donc quand vous avez ce genre de comportement, ça c'est un. Quand vous avez ce genre de langage, ce genre de discours, et même le genre de contact, parce que ça aussi, c'est tout un tas de choses qui s'ajoutent. Vous pouvez carrément satisfaire les critères d'un État en faillite ou un État qui faillit, ou qui est en période de faillite, comme on dit. Parce que tout compte. Tout compte. L'attitude du chef de l'État, son discours, son gouvernement et ses attitudes, les programmes politiques, les programmes de développement, les programmes de relations internationales, etc. Tout cela fait partie de ce qu'on tique pour dire ça y est, ça n'y est pas, ça n'y est pas. Ça. Et là, une fois que vous faites le tic, vous pouvez définir un État qui fonctionne et un État qui est en faillite. Donc ça, je le dis sans beaucoup de commentaires, mais quand vous tiquez, vous prenez tous les exemples que vous avez donnés et vous pouvez même regarder dans les tweets, les tweets des mois passés. Si vous les mettez tous sur la liste, vous regardez chaque message ou chaque réponse qu'il donne à un autre message, le bilan n'est pas très positif, malheureusement. Et si on sort du cadre de la diplomatie, monsieur l'ambassadeur? Si on sort du cadre de la diplomatie? Non, mais écoute, si vous sortez de la diplomatie... Non, ici, avec ce genre de communication, est-ce que ça sort du cadre de la diplomatie? Ça sort du cadre. Ou c'est quand même une diplomatie avec d'autres couleurs? Non, c'est une diplomatie qui n'est pas dynamique. Ce n'est pas protocolaire. Elle n'est pas protocolaire, et puis c'est statique. C'est comme si c'était dans un coin. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne communique avec personne. Ça, ce n'est pas une diplomatie agissante. Non, c'est une diplomatie intellectuelle. Ici, ce que veut dire diplomatie, c'est que normalement, quand il dit c'est dynamique, c'est que normalement, on fait ceci, puis le 2 fait cela, et puis on fait ceci, vous échangez. On essaye de... C'est ça, il n'y a pas. Il y a un discours qui ne change pas et qui n'a jamais pris. Parce que dès le départ, le Congo a accusé le Rwanda. Mais que ce soit Nairobi, Bujumbura, Rwanda, personne dit qu'il y a le Rwanda. Il n'y a que dès qu'il sort de là, que ce soit le président ou Lutundula ou Mouya, ils vont dire Rwanda. Et le problème, c'est quoi? Peut-être alors que c'est une communication faite pour la population congolaise, par exemple, et que peut-être, par exemple, il va falloir... Peut-être, on ne sait pas. C'est possible, ça peut être une consommation quand même, il y a des choses qui se disent dans des réunions,
signer même, et puis après on fait des tweets. Par exemple, on peut se dire non, il y a des choses l'audience est... Hein? Non, malheureusement, ce qui n'est pas normal, à mon sens, c'est qu'on n'entend qu'un seul son de cloche. Un seul son de cloche. Quand on parle des problèmes nationaux, quand on parle des problèmes régionaux, donc un problème national qui peut être résolu grâce aux efforts à la région, on n'entend qu'un seul son pour dire oui, vous avez promis d'aider, vous avez dit ceci, nous avons accepté, nous avons signé. Non, mais notre seul son, c'est condamner le Rwanda. Condamner le Rwanda. Et ça revient chaque fois. J'aimerais peut-être qu'on passe au tout dernier point. On l'a un peu écorché tout à l'heure. Vous avez été positif. Albert l'a été moins par rapport à la question du retour des réfugiés. L'un des desiderata, par exemple, du mouvement du 23 mars, le retour des réfugiés dans leur village avec certaines conditions pour leur retour, selon en tout cas le mouvement du 23 mars, je parle du M23. Parmi les tout derniers tweets de Patrick Mouyaya qui dit pour débarrasser le Rwanda d'un autre prétexte fallacieux sur la présence des réfugiés congolais sur son sol, le gouvernement va travailler pour un retour rapide de nos compatriotes en respect des règles du HCR et en impliquant étroitement les notabilités locales. Là, il parle des autorités au niveau de la région. Le retour des réfugiés aujourd'hui, parmi les causes de la fuite, de l'exil des réfugiés depuis 1996, et même très récemment, il y a quelques semaines, j'aimerais bien qu'on écoute Maître Gassuminari Jean-Baptiste, qui connaît également la région. Il parle ici exactement de la situation actuelle qui prévaut en RDC, notamment parmi les causes qui ont causé la fuite des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, en Ouganda et même ailleurs dans la région, mais surtout de la situation et les desiderata du M23. On écoute Maître Gassuminari Jean-Baptiste. Des populations civiles, quelle que soit leur volonté, quel que soit leur niveau de haine, ils ne peuvent pas être en mesure de perpétrer un génocide. Mais ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétant parce que toutes les étapes d'un génocide sont en train d'être observées. Les médias de la haine battent l'air plein à l'est de la République démocratique du Congo. Tous les acteurs politiques, les hommes politiques, les journalistes et d'autres influenceurs qui utilisent les médias sociaux appellent à l'extermination de la communauté Tutsi à l'est du Congo. Et ceci avec la complicité, bien sûr, du gouvernement et tout l'appareil étatique, dont l'armée, la police nationale et le service de renseignement. Et si rien n'est fait dans le meilleur délai, moi je pense que cette population, cette communauté Tutsi, qui est marginalisée à l'est de la République démocratique du Congo, risque d'être complètement exterminée, parce que bon, il n'en reste pas beaucoup, hein, parce que la plupart a fui avec toutes les guerres et toutes les rébellions qui ont eu lieu, l'établissement des FDLR depuis bientôt 28 ans. Tous ces facteurs ont poussé ces gens à fuir leur demeure, à quitter leur territoire et à s'exiler à l'extérieur de leur pays. Certains sont hébergés dans des camps de réfugiés qui sont éparpillés au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Certains sont allés plus loin au Kenya, en Tanzanie. D'ailleurs, certains aussi ont été délocalisés pour être amenés en Occident. Donc c'est un problème réel. Nous voyons que le génocide est en train d'être perpétré parce que pour que le crime soit appelé génocide, il ne faut pas qu'1 million de personnes soient tuées.
Le fait même de tuer 10, 20 ou 30 personnes en raison de leur appartenance ethnique constitue en soi tous les éléments constitutifs du crime du génocide. Donc, quand vous êtes tué simplement parce que vous appartenez à un groupe ethnique ou à un groupe religieux ou à un groupe national ou à un groupe qui est reconnu en tant que tel, et que les raisons, les motifs de votre meurtre est seulement votre appartenance. Maître Jean-Baptiste Gasso Minari qui s'exprimait par rapport à la question, la situation actuelle et surtout du génocide dénoncé par plusieurs organisations et d'autres témoins. Albert Rudassimburgwa, d'un côté on a le gouvernement congolais qui dit avoir les bras ouverts à accueillir les compatriotes, selon les mots de Patrick Mouyaya, avec l'aide du HCR, également les notabilités locales. Alors, Albert, apparemment, tout a été ou tout est en train d'être mis en place pour le retour des réfugiés. Et maintenant, par exemple, c'est dans l'esprit de Nairobi, de Luanda, tout ça? Non, non, mais ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, ne fût-ce que nous, on a nous-mêmes pendant longtemps, premièrement, on est les premiers réfugiés en Afrique. En tant que Rwandais, nous sommes les premiers. Donc, cette expérience, on la connaît. Avant même que, après 1994, que le Rwanda a même pu prouver qu'ils ont tout fait pour que le retour des réfugiés soit possible, pour que le HCR arrive même au niveau de dire, voilà, il n'y a plus de raison d'être pour des... C'est tout un mécanisme. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que... mais ceci dit, c'est pas pour ça que le Congo ne pourrait pas dire quand même aux gens, venez. Ça, c'est le choix des gens. Mais le HCR ne va pas donner un certificat de bonne vie et mœurs au Congo, rien que sur un tweet, tu vois. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, le problème de ces gens-là, c'est que ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils disent demain. Et c'est pas ce qu'ils font demain. Donc, tout ça maintenant, et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont tellement perdu la crédibilité qu'ils auraient pu, en fait, au lieu de gagner de plus de crédibilité, ils n'ont fait que perdre de la crédibilité. Parce Albert, vous avez été dans les camps des réfugiés ici au Rwanda, vous connaissez la situation des réfugiés congolais aussi dans certains pays de la région. Ouais. Vous avez été au Congo pendant longtemps, depuis 1996, vous connaissez leur situation. Oui. Est-ce que et dernièrement, j'y étais. Et dernièrement, vous y étiez, oui, dans les régions que ces réfugiés ont quittées, absolument, ou ont fui. oui. Est-ce que les raisons de leur départ, mettons en côté la volonté du gouvernement congolais de les ramener dans leur village, est-ce que les conditions pour le retour de ces réfugiés, notamment la question de la sécurité, c'est un acquis aujourd'hui pour que ces gens... Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent même pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, une fois qu'il n'y avait plus de CNDP, qu'il n'y avait plus de M23, à partir de 2013, toutes ces régions qui sont Massissi, Rutshuru, etc., le FDLR a pris possession de ces endroits. Vous dites que les FDLR ont occupé les villages de ces mêmes réfugiés dont il est question ici. C'est à un tel point qu'ils sont devenus l'État dans l'État. Donc je peux vous dire que par exemple Massissi, qui a 1,6 million de têtes de bétail, je veux dire pendant toutes ces années, le FDLR est devenu l'État. Ça veut dire qu'il taxe chaque vache $6 par mois. Vous ne payez pas, on vous tue la vache. Ils ont pris des gens de n'importe où. Ils ont été dans le Virunga. Ils ont fait couper les arbres, etc. Et tout le bois qui en est sorti, tout le business du bois, c'est devenu un monopole de FDLR. Pendant tout ce temps-là, le charbon de bois, c'est un monopole ils exportent jusqu'à Kisoro en Ouganda. D'ailleurs, ils passaient par Bunagana. C'était tout près de là, un autre point. Alors, pendant tout ce temps-là, ces populations, ils les font labourer, tous les champs qu'ils ont défrichés. C'était autant de dollars par mois aussi. Donc, leur revenu, l'organisation, ils sont devenus l'État. Et pour terminer, quand Kinshasa envoie quelqu'un pour administrer,
les FDLR lui disent, ça se passe comme ceci. Le type Nous sommes Dieu le Père ici. Et, non, et le Fils et tout le monde, toute la chose. Mais en plus de cela, quand il y a une protestation, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui coupent la tête, ils le mettent dans un sac et ils renvoient à Kinshasa. Et je veux terminer en disant ceci. C'est qu'en plus de cela, les FARDC n'ont jamais pu reprendre même possession de cette histoire-là. Donc même les FARDC sont... Donc cette situation fait que comment est-ce que ces réfugiés pourraient rentrer? Parce que même quand j'étais là dernièrement, j'ai vu des réfugiés maintenant nouveaux, les tout derniers. Pour terminer, monsieur l'ambassadeur... Je crois qu'il y a un point qui est important à faire ici. Si sur terrain, aujourd'hui, les gens continuent à être massacrés, les gens continuent à être exclus de l'enrôlement, celui ou celle qui a eu sa carte de vote hier ou avant-hier, pour son appartenance à l'ethnie Tutsi, on lui dit « amène la carte ». Il déchire, et s'il a de la chance, il peut aller à la maison sain et sauf. Il les tue aussi. Ouais. Comment est-ce que vous allez me dire que sur un coup de tweet là, on va dire que mais là, tout va changer? Non. Moi, je mets un peu de sel dedans. Je ne peux pas accepter que cela soit véridique, ce qu'il dit. Voilà, et l'autre a dit une fois qui sera saura et qui vivra verra. Attendons voir toutes ces bonnes intentions, si vraiment elles vont se refléter en une réalité sur terrain. Mais tout ce que nous on souhaite, c'est le retour de la paix dans notre région, mais surtout un retour paisible pour toutes ces personnes déplacées ou réfugiées depuis plusieurs années maintenant. Merci à tous les deux. Albert Ludatsimburgwa, je rappelle que vous êtes journaliste et surtout observateur de la situation politique dans notre région. Également à l'ambassadeur Mutaboba Joseph. Je rappelle que vous êtes ancien représentant du Rwanda à l'ONU, mais également ancien envoyé spécial du président Kagame dans la région des Grands Lacs, et aussi d'autres responsabilités au niveau des Nations Unies que j'ai omises. Vous allez me pardonner pour cela, mais je devais être précis par rapport au sujet. Merci à Shema Blaise et toute l'équipe. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos.